Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Moi j'adorais quand on me dit non mais tu rêves toi, j'adorais ça, en fait ça me stimulait et puis ça faisait rêver les autres aussi. Je me rendais compte qu'à chaque fois que je réalisais un rêve, il y en aura des petits assez sympas qui vont être déterminants. Je vois que ça épate la galerie et ça me plaît parce que ça les rend heureux. Alors c'est aussi un moteur, c'est pas juste pour les épater, c'est aussi parce que je vois que je suis en train de leur montrer, mais oui regarde c'est possible. Plus on se connaît, plus on sait ce qui nous fait kiffer et plus notre vie nous ressemble. Il y aurait 1001 façons de vous introduire ma rencontre avec Frédéric Lopez. Aujourd'hui, on relie Frédéric au succès de son émission Rendez-vous en terre inconnue, qui l'a amené aux 4 coins du monde à la rencontre de peuples lointains dont les traditions sont menacées. Très jeune, Frédéric a compris qu'il suffisait de rêver pour que tout devienne possible. Alors une phrase un peu bateau dite comme ça, mais qui prend pourtant tout son sens lorsque l'on écoute le parcours de Frédéric. Ses rêves, il les a fait grandir au milieu d'un environnement anxiogène qui le confrontait à des « mais non, tu n'en es pas capable, ce ne sont que des rêves ». Alors pour briser les bâtons dans les roues, Frédéric cultive sa sensibilité au beau, aux détails qui font tout d'un lieu, d'une rencontre ou d'un objet. Il s'obsède pour la transmission, cultive le goût des autres et fait grandir des rêves qui inspireront ceux qui disent « non, ce n'est qu'un rêve ». Aujourd'hui, Frédéric partage avec nous son regard sur l'addiction au like, nous parle de l'autocompassion, du regard des autres, de cadeaux mal emballés, d'émotions, de notre génération Z, d'optimisme, bref. Cette conversation m'a emportée et l'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais le temps d'une rencontre, bousculer les habitudes permet de se laisser envoûter. Alors je vous souhaite un bel envoûtement de cette conversation riche de sens. Bonjour Frédéric Lopez. Bonjour Victoria. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Je suis très émue. C'est quelque chose de grand pour moi de pouvoir vous tendre mon micro aujourd'hui. Vous êtes le créateur de l'émission Rendez-vous en terre inconnue, une émission que j'ai regardée et re-regardée et qui m'a inspirée depuis toute petite. Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre enfance. Vous êtes un enfant non désiré par votre père qui vous battait, si je ne me trompe pas. Et votre mère a accouché de vous quand elle avait 16 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que de grandir dans de telles conditions. Comment on se sent ? Donc pour faire simple, mon père était quelqu'un, on va dire, de sévère. Aujourd'hui, on dirait un tyran domestique. Et j'ai grandi dans la peur. Voilà, j'ai grandi dans la peur parce que il y avait pas d'encouragement, il y avait pas d'affection et surtout j'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était pas bien. J'étais pas celui qu'on avait commandé. Bon, en l'occurrence, on m'avait pas commandé. Elle avait 17 ans ma mère quand elle a accouché. Mais aujourd'hui, je suis pas dans ce regard-là. On parlera de mon enfance, hein, mais pour qu'on comprenne que voilà, ils ont fait de leur mieux. Ils avaient leur histoire avant et honnêtement, alors que j'ai pu être en colère une partie de ma vie parce que je comprenais pas pourquoi ils avaient été défaillants de mon point de vue. Bon, en fait, franchement, ils ont fait de mon mieux. Ça se passe super bien aujourd'hui. Donc, j'ai grandi effectivement comme un enfant très très introverti, timide, avec aucune confiance en lui. Et on verra à quel moment ça s'est transformé et à quoi ça m'a servi finalement, parce que ça a créé chez moi ce qu'on appelle un besoin de reconnaissance. Alors justement, quelles sont, selon vous, les qualités qui vous ont permis de transformer toutes ces difficultés en force pour réussir vos rêves avec autant de ténacité ? Ce qui est assez fascinant dans l'existence, c'est que quoi qu'on vive, quel que soit le chemin, de toute façon, ça fait partie de nous. Alors, ça ressemble à un cliché, mais dans mon cas, par exemple, le simple fait d'avoir grandi dans une atmosphère qui était pas super, et en fait, je me réfugiais dans les rêves. En fait, j'étais pas vraiment dans le réel, dans le présent, j'étais dans les rêves. Du style, j'entendais une musique à la radio et je m'imaginais le batteur du groupe. Et j'ai encore le souvenir que c'était le groupe ABBA, il n'y a pas de batteur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans un truc où je fantasmais beaucoup. Ce qui fait qu'au moment de réaliser ces rêves, il y a des gens parfois qui n'ont pas de rêve. Moi, j'en avais plein. Donc déjà c'est ça que ça a eu comme conséquence, c'est-à-dire que le simple fait dans cet environnement anxiogène faisait que du coup je rêvais
Alors ça, c'était un premier départ. Ensuite, j'ai évidemment été très sensible aux compliments, parce que je connaissais pas ça. Et du coup, il va y avoir un compliment déterminant. Je crois que j'ai 14 ans. Je suis en cours de français avec Monsieur Jeannot, Aigues-Mortes. Et je crois que je suis en 3e. Et puis, un jour, il rend une rédaction. Et au moment où il rend la rédaction, en fait, il rend pas la mienne. Donc moi, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et il a rendu les rédactions de tout le monde. Et puis enfin voilà, je voulais vous faire partager quelque chose que j'ai vécu, une rédaction qui m'a fait beaucoup rire. J'avais envie de partager ça avec vous, et j'ai mis la meilleure note. Waouh, la charge émotionnelle est positive. Rappelez-vous que 100% de nos souvenirs sont liés à une charge émotionnelle, donc ça c'est une charge émotionnelle positive. Il lit la rédaction, c'était un truc qu'il fallait imaginer la suite d'un texte. Il lit la rédaction, toute la classe est morte de rire. Moi j'ai jamais eu ça en fait. Il y a des applaudissements à la fin. Et je vais devenir accro. C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement valorisant. Et à ce moment-là, je me dis, je vais être écrivain. Et puis, à l'époque, les ordinateurs n'existent pas. Je m'imaginais tout seul avec une machine à écrire. Et moi, je devenais très sociable à l'âge de 15 ans, justement. Et du coup, je me dis, non, ça va être journaliste. En fait, voilà, je sais pas ce qui se serait passé dans ma vie s'il n'y avait pas eu cette scène où j'avais été valorisé par un prof. Donc ce que je veux dire, c'est que le type d'enfance que j'ai eu va rendre sensible au beau, à ce qui est beau. Moi j'ai un filtre un peu bizarre dans mon cerveau, et des gens ne me comprennent pas toujours. Et en fait je ne vois que ce qui me convient en fait chez les gens. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer ça. Vous savez, je peux même citer Emmanuelle Béard quand elle est partie en terre inconnue. Elle a vu le montage et elle m'a regardé. Il y avait 5 personnes devant moi, c'est pour ça que je peux le dire. Elle m'a regardé. Après le film, elle m'a dit merci Fred, c'est celle que j'aimerais être. C'est-à-dire qu'en fait, le montage avait choisi de montrer que les trucs chouettes d'elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà. Et donc, je sais pas, j'ai un truc un peu bizarre dans mon cerveau, ce qui fait que même la boulangère, quand elle dit bonjour, comment allez-vous ? Je trouve cette question magnifique. Parce que mon père ne m'avait pas posé la question quand j'étais gosse, comment je vais ? Et donc voilà, donc ça ressemble de l'extérieur à une forme de naïveté, mais ça l'est pas, c'est presque un acte politique. Voilà, dans un univers ou un monde où, et puis surtout notre cerveau, vous savez que notre cerveau retient souvent le négatif. Bah voilà, moi je stabilote le positif et ça donne beaucoup de sens. Et alors ce goût pour la découverte, l'aventure, la transmission et l'humain, il vous vient d'où ? Alors moi j'avais pas vraiment voyagé, mon père était d'origine espagnole, il avait grandi au Maroc, donc on allait tout le temps en vacances au Maroc, donc c'est tout ce que je connaissais, la France, le Maroc et l'Espagne. Et puis j'avais un cousin qui faisait un BTS de tourisme et qui m'envoyait des cartes postales. Et moi je suis pas du tout manuel et je suis pas du tout collectionneur, mais là j'ai fait une collection de cartes postales que j'ai affichées sur mon mur. Je me souviens, j'avais pris, vous savez, le papier transparent pour protéger les livres, et j'avais fait des petites entailles et j'avais mis mes cartes postales. J'étais trop fier de moi parce que j'avais fait quelque chose de mes mains. Et j'ai passé des années comme ça à réviser tout le lycée avec ces photos, sans faire une promesse du style j'irai là un jour. Mais tout me paraissait fou et loin, exotique, etc. C'est des cartes postales. J'ai rêvé de voir le monde et j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie quand j'avais 20 ans. Et je suis parti aux États-Unis et c'était incroyable. J'ai vécu dans une famille dans le New Jersey, à 1 heure de New York. J'ai vécu des aventures incroyables. Et moi, j'étais épaté partout. C'est-à-dire que le fait d'être sur un continent différent, ça me paraissait dingue. Même la pluie, j'avais l'impression qu'elle tombait pas de la même manière. Il y avait un truc assez fascinant. Et après, j'ai beaucoup voyagé, sac à dos, soit en couple, soit avec des amis, etc. Et je me suis rendu compte au bout de je sais pas combien d'années que je me rappelais pas toujours du nom des endroits où j'étais allé. Mais par contre, je me rappelais des histoires des gens. C'est-à-dire que je peux vous raconter 30 ans plus tard l'histoire de Alma avec son mari aux Philippines. Alors, je me souviens pas du nom de l'île parce qu'il y a 7000 îles, mais je me rappelle de son histoire. D'ailleurs, on m'a appelé longtemps la boîte noire parce qu'en fait, j'ai une mémoire assez étrange qui oublie beaucoup de choses, mais qui retient ce que les gens me racontent pourvu qu'il y ait des ressentis. Et donc du coup j'adorais, enfin c'est presque banal quoi, hein, voir le monde, découvrir des gens. J'avais ce qu'on appelle le goût des autres, et puis jusqu'à ce que je crée Rendez-vous en terre inconnue, on va dire, qui était un accomplissement. À 15 ans, il y a eu un déclic qui a fait que vous êtes rebellé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez radicalement changé votre façon de vivre ? Alors effectivement, donc comme je vous disais, j'ai grandi avec un père qui me faisait peur. Et puis à 15 ans, il y a un micro-événement comme ça. Puis je vais vous faire tout à demi-mot parce que c'est très particulier, mais ça pourrait lui faire du mal aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Mais effectivement, je vais me rebeller. Et je vais me rebeller, ça va être physique, et on va se battre, et je vais plus avoir peur de lui en fait. Et à partir du moment où j'ai plus peur de lui, d'un seul coup, c'est inimaginable et inracontable. C'est compliqué pour moi de décrire ça. Je vais éteindre mon portable en live. Et donc,
C'était une forme de légèreté en fait. C'est-à-dire que c'est comme une chape de plomb, c'est une sensation qui est difficile à décrire, puisque vous partez de la peur, et le contraire de la peur, c'est quoi? Alors il y a de la joie, beaucoup de joie. C'est-à-dire d'un coup j'ai plus peur de lui, je vais même fuguer à un moment donné, il va me rattraper, etc. Enfin, je vais faire un peu ce que je veux en fait, et j'ai plus peur. Et ça permet de dire aussi que finalement, dans la maltraitance, on peut être maltraité quand on est adulte, on peut être victime de pervers narcissiques, de violences conjugales, etc. Et donc il y a des gens qui sont des victimes, mais souvent les victimes, il y a beaucoup de livres là-dessus, racontent qu'il a fallu un jour dire non. Alors évidemment, on n'a pas toujours la force de dire non. Mais souvent dans la maltraitance, il suffit de dire stop. C'est pas il suffit, mais en tout cas, voilà, quand on dit stop, parfois ça s'arrête. Et c'est vrai que c'est pas que de mon histoire que je m'inspire, hein, c'est vraiment des histoires que j'ai lues, des témoignages. Et donc voilà, donc à 15 ans, c'était ça. Et d'un coup, tout était possible. Tout était possible. C'est-à-dire que mon cerveau n'avait pas de limite. Et on va raconter comme ça des trucs un peu foufous, mais j'avais un truc où mon truc à l'époque, c'était qui ne tente rien n'a rien. Ben oui, comme je partais de nulle part. Après, j'ai un peu élaboré la phrase avec Oscar Wilde, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Mais en fait, c'était un peu ça. Le non, on l'a déjà. Alors, on va tenter notre chance. Et donc, ça a été ça tout le temps, à partir de l'adolescence. Et donc, à 20 ans, comment vous percevez la vie des grands ? Alors, à 20 ans, moi, je suis plutôt heureux, parce qu'à 20 ans, je crois que je fête mes 20 ans aux États-Unis. Tout me paraît, je vais pas dire simple, en tout cas, j'ai des rêves tellement forts que voilà. Après, le monde des adultes, je connais pas si bien que ça. Au fond, je connais le monde de ma famille. C'était une famille qui faisait de son mieux, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est marrant parce que quand vous me posez la question, je n'ai pas de vision sociétale, par exemple. À 20 ans, je crois que j'étais recroquevillé sur mon histoire perso, il fallait que je gère ça. On avait l'idée que c'était la crise, on nous répétait ça tout le temps à l'école, donc ça créait des angoisses. Mais j'avais ce truc de pas de limite. Moi, j'adorais quand on me disait non mais tu rêves toi. J'adorais ça. En fait, ça me stimulait. Et puis ça faisait rêver les autres aussi. Je me rendais compte qu'à chaque fois que je réalisais un rêve, il y en aura des petits assez sympas qui vont être déterminants. Je vois que ça n'est pas de la galerie et ça me plaît parce que ça les rend heureux. Alors c'est aussi un moteur. C'est pas juste pour les épater, c'est aussi parce que je vois que je suis en train de leur montrer mais oui, regarde, c'est possible. À l'époque, moi je connaissais pas le vocabulaire, mais je découvrais ce qu'on appelle les croyances auto-limitantes. En fait, on a tous des croyances auto-limitantes et moi, j'étais en train de m'affranchir de ça et je voyais l'effet que ça faisait aux gens et c'était un moteur incroyable. Alors, votre rêve le plus fou à cet âge-là, c'était lequel ? Alors moi, je crois que je rêvais d'être journaliste, en fait. Je crois que je rêvais d'être journaliste à la télévision. Alors, j'étais loin de tout, hein. Moi, j'étais à Paris la première fois, j'avais 18 ans. C'était inaccessible. Déjà, voir la Tour Eiffel, c'était inaccessible. Pour comprendre, j'ai déménagé 19 fois, hein, mais j'étais un provincial. Et donc du coup j'avais pas de je crois que ça paraît fou parce que je l'ai vécu depuis, mais c'était vraiment la reconnaissance, c'est-à-dire dans la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, à un moment donné, une fois qu'on a rempli les besoins primaires, il y a le besoin d'appartenance, le besoin de s'accomplir, le besoin de reconnaissance. Et moi, compte tenu du fait que on m'avait parfois traité de bon à rien, quand je dis parfois c'est un euphémisme, du coup je crois que j'avais besoin de prouver ou de me prouver que c'était pas vrai. Et donc l'idée d'être dans un petit écran, la télévision était toujours allumée chez moi. D'accord. Et donc et quand j'étais petit, je trouvais qu'il y avait de la joie parce qu'il y avait des émissions de variété, je voyais Michel Drucker qui faisait des compliments aux chanteurs, etc. Je dis oh, c'est cool les compliments. Alors vous imaginez quand moi je me suis retrouvé sur le canapé de Michel Drucker et qu'il m'a fait des compliments, c'était une hallucination. C'était qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, donc je rêvais de parcourir le monde. Ça paraît fou aujourd'hui de dire ça, mais je rêvais de parcourir le monde, qui n'y ait pas de limite. Je rêvais de rencontrer des gens dans tous les milieux. C'est-à-dire que moi j'étais dans un milieu assez modeste, mais j'aimais pas l'idée qu'on m'interdise quelque chose. Et donc du coup c'était un peu ça qui était mon rêve, c'était de vivre ça paraît fou de vivre des rencontres, c'est ce que vous êtes en train de faire, et vous me disiez juste avant, moi j'aimerais bien vivre de ça. Alors ça paraît fou d'être payé pour rencontrer des gens. Alors évidemment c'est une question de transmission, et ça c'est mon obsession. Moi la transmission toute ma vie ça a été une obsession. Mais donc je sais pas, j'ai tellement d'exemples à vous raconter que j'attends un peu de voir comment vous m'amenez dans l'interview pour vous raconter des exemples de comment le déclic va se produire dans mon cerveau en me disant mais il suffit de le faire, mais il suffit de le faire. Justement, la question qui me venait en tête, c'était
Est-ce que vous aviez finalement un objectif précis de quelle manière vous vouliez pratiquer le journalisme, ou est-ce que vous aviez donc cette pulsion de vie en vous qui vous disait je veux aller rencontrer les gens, mais sans finalement savoir réellement comment y arriver? Comment se sont enchaînées les expériences, les événements jusqu'à faire ce que... Ok, alors en fait, effectivement, il n'y avait pas un objectif. Je ne voyais pas d'autre moyen que faire des études de journalisme. Je connaissais personne dans le milieu. Mais avant, en fait, j'ai fait des études de marketing parce qu'en fait, c'était la mode, la publicité et tout. Et puis surtout, j'avais lu beaucoup d'articles qui disaient qu'en fait, le métier de journaliste était bouché. Et d'ailleurs, j'en veux parfois aux éducateurs, comment ça s'appelle, les conseillers d'orientation. Oui. Parce que ça m'a pas empêché de le faire. Donc dire à quelqu'un c'est bouché, je sais même pas si c'est lui rendre service, j'en sais rien en fait. Sans doute que oui, hein, mais je sais pas. C'est compliqué parce que je me dis que ça aurait pu me décourager. En tout cas, j'ai fait un micro détour en faisant du marketing. J'ai vu que c'était pas mon truc. J'avais pas envie ça m'a servi par la suite d'ailleurs. Quand j'ai dû valoriser mon travail, ça m'a servi. Mais c'est vrai que il y avait les écoles de journalisme. Mais pour ça, il fallait avoir bac plus 2 au minimum. Donc j'ai fait un DUT de marketing. Mais les petites choses marrantes que je peux raconter, effectivement, qui ont été des déclics vraiment dans ma vie. Par exemple, je faisais des photos. J'ai vendu des beignets sur la plage à l'âge de 15 ans, premier job. J'achète un appareil photo, mais j'ai pas d'argent pour acheter les pellicules. Il y avait des pellicules à l'époque. Et donc, je propose aux filles de ma classe de leur faire des photos comme dans les magazines. Alors, c'est pas que je suis gonflé, c'est que je suis inconscient. Alors, évidemment, les photos ne ressemblent pas du tout aux magazines au début, mais à force je m'aperçois que c'est la lumière du soir, je m'aperçois c'est pas mal de mettre du flou derrière, donc j'apprends, en fait, comme un autodidacte et tout ça. Et puis, en fait, je passe devant les coiffeurs dans la ville de Montpellier, où j'habite à côté à l'époque, et je vois que sur les vitrines, quand c'est pas une franchise comme Jacques Desange, Provo, etc., c'est toujours des photos un peu moches en fait. Et je me dis tiens, ça peut être sympa si j'allais proposer à ces gens de faire des photos pour eux. Et j'y vais un samedi, on verra que c'est là l'erreur, et je vois 69 coiffeurs, je me fais jeter partout. Mais c'était très violent en fait, hein. Les gens faisaient un shampoing, non merci, pour rejeter un représentant maladroit qui venait un samedi les jours de grande affluence, mais moi j'avais pas compris ça. Donc je me fais jeter. 69 fois. Et il reste un coiffeur. Et franchement, j'ai posé souvent la question à mes potes, j'ai dit qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Parce que là, il est 18h40, c'est-à-dire 7h moins 20. Il reste 20 minutes, le mec ferme, et c'est à 20 minutes à peu près à pied. Je dis j'y vais ou j'y vais pas? Vous auriez fait quoi, Victoria? J'y serais allé. Ben oui, ça m'étonne pas de vous. Non, mais ça m'étonne pas de vous, c'est vrai. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était pas possible, ça n'était pas supportable pour moi de pas avoir essayé. En fait, je suis un peu exhaustif dans mon cerveau. C'est-à-dire que je n'ai pas de regrets pour moi parce que j'ai essayé. Et en fait, j'ai fait tout le trajet à pied avec vraiment l'idée que franchement, s'il me disait non, je serais pas étonné vu que tout le monde m'avait dit non. Et au moment où j'arrive, le gars était en train de fermer. Donc là, un peu désespéré, je plante une photo sur la vitrine, en fait, sur la porte vitrée. Et je vois le visage qui s'illumine et il m'ouvre la porte. Il dit justement, je cherche un photographe. Appelez ça comme vous voulez, le destin ou ce que vous voulez. Hallucinant. Il me dit mais j'ai pas trop d'argent, tout ça. Pas de problème, moi je voulais juste le faire. Enfin, on fait des photos avec une fille de ma classe et tout ça sur mon balcon. Les photos étaient franchement chouettes et il avait quand même assez de sous pour se payer des petits abribus dans la ville. Et du coup, quand le coiffeur le plus important de la ville, qui s'appelait Jean Vallon à Montpellier, je sais pas si ça existe encore, c'était il y a 30 ans, et c'était le Jacques Desange du coin. Et en fait, je les ai recontactés, il m'a dit ok. Et là, j'avais touché 600 francs à l'époque, et là, j'ai touché 15 000 francs. Et j'arrive pas à faire la conversion en euros là tout de suite, ça va venir pour vos auditeurs. 10 000, c'est... Non, je sais plus, vous allez faire vous-même. Mais pour un étudiant, c'est extraordinaire. Oui. Et donc, du coup, c'était hallucinant, alors que je faisais plein de petits boulots pour payer mes études. Et là, j'avais une somme d'argent incroyable. Et en fait, un peu au culot comme ça, je suis allé présenter mes photos à l'agence Elite, qui était une agence de mannequins, qui est toujours une agence de mannequins mondialement connue et tout. Et là, pareil, contre toute attente, le mec m'a dit, voilà, prends rendez-vous, je te donne rendez-vous avec une mannequin, on voit ce que ça donne. Et j'habite à Montpellier, donc il a trouvé mes photos super, il m'a dit, tu peux bosser pour nous quand tu veux, mais moi j'habite à Montpellier, c'était pas possible. Et puis j'ai fait la même chose à New York, quand je suis parti à New York, j'ai commencé, et là, pareil, petite leçon de l'histoire, je tape à toutes les portes des agences pour montrer mes photos, et franchement, je me fais jeter à chaque fois. Et ça me saoule, mais j'ai commencé par les moins bons, c'est-à-dire qu'il y avait une liste comme ça, je me suis dit, je vais commencer par les pas bons, etc. Ça, c'est vraiment, morale de l'histoire, vous qui aimez les enseignements, c'est un enseignement de la vie que j'ai reçu. Okay. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais aller voir les meilleurs.
Ok. Tant pis. Parce que franchement, je montais comme ça dans la... et je me faisais jeter, il y en avait encore 100. Je vais aller voir les meilleurs. Je suis allé voir Elite, Ford et une autre. Et elles m'ont fait bosser. Alors, la morale de l'histoire, c'est quoi ? À vous de la faire tout seul. Mais en tout cas, c'était peut-être pas la peine de perdre du temps avec des gens qui étaient moins bons, en fait. Et d'ailleurs, pour avoir rencontré beaucoup de gens qui étaient numéro 1 dans leur domaine, c'était souvent des gens très agréables, en fait. On va dire que c'était des gens qui étaient bien dans leur basket, alors que quand vous rencontrez des gens qui sont entre deux eaux, qui sont pas très sûrs d'eux, que ce soit n'importe quoi, un acteur, n'importe quoi, vous voyez beaucoup d'égos mal placés, parce que c'est des égos maltraités, enfin voilà, qui sont pas assouvis. Alors finalement, les gens, quand ils sont heureux dans ce qu'ils font, donc même s'ils sont numéro 1 dans ce qu'ils font, en général, c'est plutôt sympa, et c'est plutôt ça la morale de l'histoire, je crois. Et tous ces petits événements, en fait, m'ont donné à chaque fois la sensation qu'en fait, il suffisait de rêver, en fait. Il suffisait de rêver. Et c'était comme ça pour toute la suite. Et donc, un événement en a emmené un suivant, et finalement, tout s'est dessiné petit à petit. Exactement. C'est la sensation que c'était possible. Merveilleux. Qu'est-ce que vous aimez dans l'inconnu ? Alors ça, c'est un truc de dingue. Il faudra demander à mon ex-femme, la mère de mon fils, parce qu'on était en vacances aux Philippines. C'était une petite île trop belle. Elle me voit partir à la nage. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, je vais voir. En face, il y en avait une autre. Et donc, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Peut-être que c'est ça que je pensais à l'époque. Peut-être qu'il y avait une forme d'insatisfaction permanente. Et après, j'ai fait 10 ans de thérapie. J'ai compris que je trimballais des trucs pas cool. Donc peut-être qu'il y avait une sorte d'aller voir ailleurs. Il y avait... ce truc, parce que moi je vénère des gens qui ne vont pas voir ailleurs. Enfin, comment dire, j'aime les deux dans ma vie, hein. J'aime aussi des gens qui ne vont pas voir ailleurs. Il y a des gens qui sont nés à un endroit, qui aiment leur endroit, et ça me plaît beaucoup. Moi j'ai eu besoin effectivement je suis un nomade en fait, j'ai eu besoin d'explorer. Mais oui, c'est vrai que l'inconnu me plaît beaucoup. Alors dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que faire des rencontres hallucinantes dans un train, dans un bar, sur un chemin de Compostelle, n'importe où, enfin de quelqu'un que vous connaissez pas, ça me va, ça me plaît. C'est comment dire, chaque moment passé. Il y a une phrase en espagnol que j'aime beaucoup qui dit no nos quitarán lo bailado, on ne nous enlèvera pas ce qu'on a dansé. Et en fait, ce qui est vécu est vécu. Et donc, chaque rencontre, c'est quelque chose qui me nourrit parce que c'est une vie que j'aurais pas. C'est le père de Michelle Obama qui lui disait n'oublie jamais le fil invisible. Derrière chaque personne, il y a le fil invisible de son histoire. Derrière chaque personne, il y a le fil invisible de son histoire. Et j'adore cette idée. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, elle me livre un petit bout de son histoire et moi j'en ai une autre. Et en fait, ça fait tout ça, ça fait un truc dans ma tête. Et je vis par procuration quand quelqu'un me raconte quelque chose. Et donc je crois que j'aime la découverte des gens pour ça. Et puis la découverte des pays, des cultures, des paysages, enfin l'incroyable diversité. C'est dur d'être déprimé quand on voyage. Je le dis pour tous les gens qui se sentent pas trop bien en ce moment, mais en fait, aller vers les autres, c'est quelque chose d'incroyable. Moi j'ai été au chômage plusieurs fois et à chaque fois au lieu de rester chez moi, en fait j'avais un instinct, c'était de marcher. Je vais apprendre beaucoup plus tard que c'est le plus fort des antidépresseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun antidépresseur plus puissant que la marche. Et je ne savais pas. Mais c'est aussi parce que quand vous marchez dans la rue, vous croisez des regards, il peut y avoir un sourire. Là aussi le sourire a été étudié, c'est-à-dire que quand vous souriez à quelqu'un, vous rendez heureux 5 personnes par ricochet. Oui. Et donc oui, le petit sapiens que nous sommes a besoin des autres. Alors attention de ne pas être dépendant du regard des autres, c'est un vrai sujet. Mais par contre, il a besoin des autres, je crois, pour savoir qui il est, pour se situer en fait, tout simplement. Le pire pour un être humain, vous savez ce que c'est ? Le pire pour c'est un la être solitude. Humain, le rejet. Le pire et les études sont formelles. Enfin, le pire pour un être humain, c'est le rejet. Alors que vous soyez rejeté de votre famille. Parce que vous êtes homosexuel, que vous soyez rejeté de votre classe parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, que vous soyez rejeté d'une boîte de nuit parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau, ça donne pas des trucs super. On dit même que Hitler, s'il n'avait pas été rejeté des Beaux-Arts, il serait pas devenu Hitler. Donc le pire pour un être humain, c'est le rejet. Et le contraire du rejet, c'est quoi ? C'est le sentiment d'appartenance. Est-ce que c'est pas pour ça, du coup, qu'on s'attache au regard des autres ? Bah oui, bien sûr. C'est bien sûr. Et c'est pour ça que, encore une fois, on a besoin du regard des autres. Il faut pas en être dépendant. Et après, on parlera de votre génération qui est confrontée aux réseaux sociaux et aux likes, où là, c'est une addiction dangereuse, très dangereuse. Mais dans la vie normale, si j'ose dire, parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas la vie normale. Dans la vie normale, c'est normal d'avoir envie d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Il y a des gens, par contre, qui ont des relations exécrables avec les autres parce qu'ils sont construits d'une autre manière. Souvent, c'est des gens, c'est tout, mais pas l'indifférence. Le simple fait de voir qu'ils énervent les autres, qui sont détestés, ça marche sur, évidemment les trolls sur les réseaux sociaux, mais même dans la vraie vie. Bon, c'est des gens comme ça qui au moins ont un peu d'attention. Ils ont l'impression que c'est leur seul moyen d'avoir de l'attention. Mais normalement, on a besoin d'être accepté par les autres. On a besoin d'être aimé, tout simplement.
Et comment on fait pour ne pas tomber dans la dépendance du regard des autres, dans cette ère de l'instantanéité et des réseaux sociaux, justement? Ouais, c'est très compliqué parce que, en fait, c'est le travail d'une vie. En fait, n'importe quel psy que vous allez rencontrer va vous expliquer que avant d'aller chercher ailleurs de la validation, avant d'aller chercher de la reconnaissance ailleurs, c'est important de savoir quel regard vous avez de vous-même. Alors, 80% des gens qui vivent sur cette planète sont plus doux avec les autres qu'avec eux-mêmes. Ça vous parle, Victoria ? Oui, ça me parle, oui. Voilà. Mais des fois, c'est pas juste un problème d'estime de soi, des fois, c'est du perfectionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir faire les choses. Bon, j'en fais partie, hein, c'est pour ça que vous allez trouver que j'en parle très bien et vous allez comprendre que je suis même en train de me former aujourd'hui pour être instructeur de méditation, d'autocompassion. Et l'autocompassion, c'est ça, c'est apprendre à se traiter soi-même comme on traiterait son meilleur ami. Parce que finalement, on peut dire que la vie c'est dur, mais quelle tristesse que d'imaginer que le premier bourreau, c'est nous-mêmes. Et ça veut dire quoi, se traiter comme son meilleur ami ? C'est facile à comprendre, mais c'est très difficile à faire. Parce qu'on a des tas de réflexes, on l'a fait comme ça. Alors déjà, le premier pas, c'est d'arriver à observer. À chaque fois qu'on est dur avec soi, on dit « mais quel con ». Moi, si je me trompe de route, ça m'est arrivé de dire « mais quel con ». Si un pote se trompe de route, je dis jamais « mais quel con ». Oui. Donc, ça commence par ça, où à chaque fois qu'on dit « bon, il faut que je fasse ça, je dois faire ça », à chaque fois qu'on dit « je dois » ou « il faut », c'est de la maltraitance. On se maltraite en fait. Parce que si on n'est pas en train de le faire, c'est qu'on est en train de remplir un autre besoin. Et donc, du coup, toute cette maltraitance-là fait que, voilà, souvent, c'est pour ça que c'est un peu un mélange d'estime de soi, de confiance en soi, mais c'est pas que ça. Encore une fois, il peut y avoir quelqu'un qui a confiance, qui sait qu'il peut faire des choses formidables, mais qui va être perfectionniste. Et moi, en tout cas, je suis un perfectionniste qui se soigne. Alors, est-ce que, quand on est perfectionniste, c'est quoi ? C'est qu'on a la sensation que si on fait pas tout ça, on n'est pas aimé. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Hein. Mais voilà, donc par quoi ça passe l'autocompassion ? C'est le premier dans une situation, c'est observer, être conscient que là, je suis quand même très dur avec moi. Ensuite, imaginez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette terre qui a vécu la même situation ? Donc la réponse est oui, hein, parce qu'elle a été étudiée, il y a en gros une quinzaine de souffrances qui existent sur Terre, quand il ne s'agit pas d'une douleur physique. Hein. Une quinzaine de fois, on est 7 milliards, donc c'est presque 1 milliard de personnes qui a vécu la même chose que vous, ou un demi-milliard de personnes. Donc c'est l'humanité partagée, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un truc, on n'en est pas toujours conscient. On croit tous que c'est compliqué pour nous, qu'on est défaillant, parce qu'on voit tous notre vie de là où on est, de notre point de vue. Mais en vérité, il faut imaginer que à chaque fois qu'on ressent quelque chose d'agréable ou désagréable, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le ressentir en même temps. Et même cette situation-là, il y a quelqu'un qui l'a déjà vécu. Et de reconnaître ça, ça soulage bizarrement. C'est apaisant. On n'a pas l'impression qu'on est en train de merder. On n'a pas l'impression que... Voilà, donc ça marche pour tout, sur les complexes physiques, intellectuels, etc. Tout le monde vit cette fragilité, cette vulnérabilité. Bon. Et puis la troisième, donc premièrement, la pleine conscience, je reconnais ça. La deuxièmement, en fait, c'est l'humanité partagée. Et la troisième chose, c'est l'autocompassion. Alors là, c'est très compliqué de se dire quelque chose de gentil. Mais en fait, il y a 2 points d'entrée. Imaginez quelqu'un qui vive exactement la même chose que vous. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Vous allez voir que les mots viennent tout seuls. Hein. Bon, à un moment donné, vous allez vous dire, ok, et pourquoi pas moi, quoi ? Pourquoi je dirais ça à quelqu'un et pas moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour pas avoir le droit à cette compassion que je peux donner à quelqu'un ? Ou alors, il y a un autre point d'entrée, c'est se dire, si je connaissais quelqu'un de très 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 gentil et de très 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 sage, qu'est-ce que j'aimerais entendre ? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il me dise ? Et là aussi, les mots vont vous venir. Et là, on se dit, pourquoi je me dis pas ça à moi, en fait ? Mais encore une fois, voilà. Là, ce que je vous ai expliqué, c'est le principe, la théorie. Et ce que je vous raconte là, c'est pas une invention. En fait, ça repose sur 1 millier d'études scientifiques. En fait, ce protocole, et c'est la méditation d'autocompassion. Et j'invite tout le monde à découvrir ça parce que ça peut changer une vie. Et alors, qu'est-ce que vous Et du coup, on est moins dépendant. On est moins dépendant du regard des autres. Et alors, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire au Frédéric quand il avait 20 ans ? J'aimerais lui dire, écoute. T'es joyeux, mais au fond de toi, les gens ne savent pas, mais t'es très angoissé. T'es quelqu'un qui a grandi dans la peur, et donc t'es très angoissé. T'as peur. T'as peur parce que t'as ce qu'on appelle le bonheur anxieux. C'est à chaque fois qu'il t'arrive un truc, tu penses que ça va s'arrêter, etc. Et voilà. Et ce que je lui dirais, c'est, écoute, dis-toi qu'il y aura des hauts et des bas, mais en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences, il n'y a que des expériences. Et finalement, tu vas t'apercevoir que chaque truc difficile que tu as vécu, ça a été un cadeau de la vie. Alors c'est vrai que quand on dit ça, et quand on est dans une situation terrible, on se dit, non, vous êtes gentil, quel cadeau. Et il y a des sages qui vous disent, c'est un cadeau mal emballé. Oui, ouais. Et si on fait tous l'effort de se souvenir d'un truc super pas cool, un truc super douloureux qu'on a vécu, un truc vraiment terrible, et qu'on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Ça veut pas dire même qu'est-ce que j'ai appris, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ça ?
bah après ça, j'ai fait ces choix-là, j'ai évité ça, etc. Bon, bah pourquoi ça marcherait pas pour ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, en fait? C'est pas dire ça va bien se passer, c'est il y aura des moments que tu trouveras durs, il y aura des émotions désagréables, des trucs inconfortables, des trucs douloureux, tu connaîtras parfois la solitude, parfois la tristesse, mais en fait c'est que des moments passagers, c'est que passager en fait. Toutes nos émotions sont passagères. D'ailleurs moi je suis pas bouddhiste, mais j'aime bien quand les bouddhistes disent, ils disent pas je suis triste, ils disent j'ai une pensée triste. On voit le côté éphémère en fait. Donc je lui dirais ça, je lui dirais, et alors cette quête du bonheur que j'avais, parce qu'évidemment, elle est parfois dangereuse parce que, en fait, c'est comme si inconsciemment, alors que consciemment, on sait bien que non, hein, mais inconsciemment, on croyait qu'on allait trouver enfin le truc. C'est ah ben voilà. Enfin, j'y suis. Voilà. Alors qu'en fait, le bonheur n'est pas un état permanent, c'est juste des sensations. Et d'ailleurs, le bonheur, c'est un truc complexe parce que c'est des concepts, et les philosophes parlent de ça depuis des milliers d'années, hein, depuis au moins 2000 ans. Alors qu'en fait, il y a un truc qui est de la neurologie auquel on peut être attentif, c'est tiens, est-ce qu'il y a eu de la joie dans ma vie aujourd'hui ? Et c'est vrai qu'il y a 7 émotions universelles primaires, la peur, la tristesse, la colère, le mépris, le dégoût, la surprise, bonne ou mauvaise, et puis la joie. Et donc la joie, c'est la seule émotion positive. Finalement, à la fin d'une journée, ça vaut le coup de se dire, tiens, est-ce qu'il y a eu de la joie dans ma vie aujourd'hui ? Et moi, il y a eu des périodes où il n'y en avait pas, parce que j'étais très anxieux. Des périodes de succès d'ailleurs, où j'avais beaucoup de pression, et je prenais ça très au sérieux, je voulais pas décevoir les gens. Et c'était des périodes, parfois, qui n'étaient pas joyeuses en fait, qui étaient tendues. Et donc, est-ce que j'ai envie d'avoir une vie tendue ? Ben non. Et quand on fait de la pleine conscience, moi j'ai découvert la méditation de pleine conscience il y a 10 ans. Et ça a été une révolution parce que ça m'a permis d'être dans l'instant présent. Parce que Carpe Diem, c'est de la philo, mais c'est vrai que c'est un concept. Mais être dans l'instant présent, pas être en train de remuer le passé ou pas être en train de s'angoisser pour l'avenir. Et en fait, le bonheur, il arrive à ce moment-là. Parce qu'en vérité, on commence à faire attention à nos sensations. Parce que le bonheur, c'est pas un truc intellectuel. Personne se dit, tiens, je suis heureux. Non. Vous venez de faire un footing, vous avez de l'endorphine, vous venez de faire l'amour, vous avez d'autres hormones, etc. Et donc, ou quelqu'un vous touche, c'est l'ocytocine. Bon, donc c'est physique, en fait. Et donc, si on est attentif à qu'est-ce que je ressens là tout de suite, ben, du coup, il y a plein de moments où on se sent bien. Et donc, c'est des moments de bonheur, en fait, tout simplement. C'est pas qu'on dit c'est des petites choses, c'est pas tellement que c'est des petites choses, des fois c'est des grandes choses, c'est une randonnée, des paysages, après l'effort, le réconfort, c'est ces petits instants de... Mais à cause de nos émotions négatives, ça c'est la neurologie, elles sont là pour nous protéger, bah du coup on les voit pas. Donc ce que j'aurais dit à ce gamin de 20 ans, c'est ça. C'est, écoute, tu vas découvrir plein de trucs qui vont t'aider à être plus détendu, parce que j'étais quelqu'un de très grave en vérité. En fait, j'étais très grave. J'étais joyeux, parce que j'étais enthousiaste, j'étais toujours enthousiaste, mais j'avais une sorte de gravité au fond de moi que j'ai perdue avec les années. Et alors, à quel moment de votre vie vous vous êtes senti le plus en joie, sur la durée ? En fait, tout au long de la vie, et même une journée qu'on appelle une journée de merde, en vérité, si ça se trouve, on a eu un éclat de rire, si ça se trouve, il y a eu un échange de sourires. Donc en fait, quelqu'un qui dirait, ouais, moi je suis triste en ce moment, ben, même cette personne... Après, si on parle de la dépression, c'est une maladie, hein. Donc là, c'est encore autre chose. On parle pas de ça, on parle des déprimes, on parle de... Mais en fait, dans une journée, vous savez, on a 45 pensées à la minute. Et donc, à chaque pensée, il y a une émotion. Et pour que tout le monde comprenne, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas l'habitude de parler en public, qui dit « Oh là là, demain, je dois parler en public », en fait, vous lui demandez quelle est l'émotion, elle va vous dire « c'est la peur ». Donc, on est d'accord. La pensée, c'est « je parle en public demain ». L'émotion, c'est la peur. Et dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a qui vont aux toilettes, d'autres qui ont de l'eczéma, d'autres qui ont des migraines, etc. D'accord ? Le corps réagit à cette émotion, qui réagit, qui est associée à cette pensée. Donc je répète le triptyque, une pensée, une émotion, le corps. 45 pensées à la minute, vous imaginez dans une journée toutes les émotions que vous avez ? Et donc souvent, il y a des émotions positives, souvent il y a des négatives. Donc les moments les plus heureux de ma vie, c'est très compliqué parce qu'il y en a eu plein tout au long de l'existence. Mais c'est vrai qu'il y en avait que je voyais moins avant la pleine conscience. Je les voyais moins. Donc je dirais que les 10 dernières années de ma vie, je les préfère. On va dire ça comme ça. Oui. Et donc la méditation, aujourd'hui, elle prend une place très importante dans votre vie, à tel point que vous avez réalisé que vous étiez plus dans le faire que dans l'être. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans l'être que dans le faire, du coup ? Bah oui, j'ai 54 ans, donc je vous souhaite que ça arrive avant dans votre vie. Moi, je suis très très content quand j'apprends que la ville de La Rochelle, par exemple, est la première ville d'Europe où la méditation est présente dans toutes les écoles. Parce que c'est présent dans d'autres écoles. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est la ville qui a choisi ça. Ou quand je sais que Frédéric Lenoir fait rentrer la méditation dans les écoles, etc. Parce que ça va être une humanité totalement différente. C'est-à-dire que les sapiens, à partir de là, seront tout à fait différents. Ce seront des êtres humains qui auront été entraînés à écouter comment ils sentent. Mais quand on écoute comment on se sent,
Peut-être qu'on arrête de regarder des informations qui nous dépriment. Peut-être qu'on se dit, tiens, j'ai besoin d'être dans la verdure, alors que des fois on s'en rend pas compte. Peut-être qu'on se sent pas bien dans ce travail et qu'il suffit de tourner les talons. Peut-être qu'on n'est pas bien dans cette relation et qu'on s'affranchit de ça. Et c'est juste parce qu'on écoute comment on se sent. Donc en fait, c'est un truc insain. Et vous parlez des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, vous êtes une génération confrontée à ça. Et ben c'est l'antidote, en fait. C'est-à-dire que la méditation de pleine conscience, c'est d'être capable de tout éteindre, les écrans, etc., de se poser, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il n'y a rien à faire. Tout le monde croit que c'est arrêter de penser. Donc il y a des gens qui disent « Ah, j'y arrive pas !» Ah bah non, c'est pas possible d'arrêter de penser. C'est juste observer. Mais vous n'imaginez pas, vous faites ça 10 minutes, c'est des vacances. C'est-à-dire que d'un coup, vous n'êtes plus sollicité par les notifications, par tous ces gens dont le métier c'est de nous capter notre attention. J'ai envie de dire nous voler notre attention. On pourrait presque dire nous voler notre vie, hein. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, il y a du bon et du mauvais dans les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le temps qu'on passe devant un écran, peut-être qu'un jour on va se dire waouh, mais j'aurais pu faire plein de trucs en fait. C'est énorme. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à ma génération aujourd'hui ? Quel conseil vous aimeriez lui partager ? Alors, moi, je trouve que c'est une génération génialissime. Sincèrement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai lu un sondage un jour, c'était en couverture du journal Le Parisien, et qui disait 78% des jeunes de moins de 26 ans sont optimistes. Incroyable. Alors que les Français sont le pays le plus pessimiste du monde. Donc déjà, super. Ensuite, moi, je me suis dit ce jour-là que j'allais consacrer le reste de ma vie, non pas à vous donner des raisons d'être optimiste, à vous montrer que vous avez raison d'être optimiste. Vous avez raison d'être optimiste. Et donc, je vais vous donner et après, je continuerai je vais vous donner 2 exemples concrets. Moi, j'invite tout le monde à lire un bouquin qui s'appelle Humanité, une histoire optimiste, qui est un bouquin d'un historien de 35 ans, qui est en train de qui va nous reformater le cerveau, en fait. Parce que nous, à l'école, on a appris les guerres et l'entre-deux-guerres. Et on finit par croire que l'homme est un loup pour l'homme, etc., alors que l'histoire montre le contraire. Et qu'en fait, l'être humain, contrairement à ce que beaucoup de gens ont laissé croire, c'est pas chacun pour soi. Le sapiens, il est là aujourd'hui parce qu'il est capable de coopération. Et vous avez rencontré Pablo Servigne qui rêve, effectivement, que la société occidentale développe une culture de l'entraide. Voilà. Mais on se rend bien compte qu'en cas de coup dur, et c'est arrivé pendant la pandémie, même si c'est pas ce que les infos nous racontaient en majorité, parce qu'elles sont habituées à raconter des histoires stressantes, mais en vérité, on a tous vu des trucs de solidarité extrêmement émouvants. Et puis, n'hésitez pas à lire aussi un livre qui s'appelle Factfulness. C'est un titre en anglais, mais c'est un livre en français de Hans Rosling, qui est quelqu'un en fait qui fait des statistiques et qui vous montre en fait que, en fait, il n'y a pas de rapport entre l'image et la vision du monde qu'on a et la réalité du monde. En clair, il n'y a pas de rapport entre nos peurs et les réels dangers. Et je répète cette phrase, il n'y a pas de rapport entre nos peurs et le réel danger. 51% des Américains pensent que quelqu'un de leur famille peut mourir dans un attentat. En fait, la chance de mourir dans un attentat est de 0,0 je sais plus combien. Et puis, il faut lire aussi un livre de Michel Serres qui s'appelle « C'était mieux avant ». Et entre parenthèses, sur la couverture, il y a marqué « Ça tombe bien, j'y étais ». Voilà. Et en fait, tous ceux qui pensent que le monde s'est jamais aussi... Enfin, tous ceux qui pensent que tout fout le camp, blablabla, en fait, c'est exactement le contraire de la réalité. C'est-à-dire, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Et je répète, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. En revanche, ça ne veut pas dire que le monde va bien. Il reste, évidemment, on le voit tous, et de plus en plus, et à la bonne heure, beaucoup de souffrance, beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices. Mais j'ai la sensation que on y est plus sensible que d'habitude, qu'avant, où on acceptait ça. Et c'est tant mieux. Et l'histoire de l'humanité, c'est quoi ? C'est à chaque fois qu'on s'intéresse à un problème, on le règle. À chaque fois que l'humanité s'est intéressée à un problème, on le règle. Il y a 30 ans, j'avais 14 ans, et on m'a parlé du trou dans la couche d'ozone. C'était extrêmement flippant. Et ben en fait, on l'a résorbé dans l'histoire de l'humanité. Et vous savez qu'il n'y a jamais eu aussi peu de famine sur Terre, la population n'a jamais été autant éduquée. Et donc, encore une fois, il y a encore du boulot à faire. Mais c'est important de rappeler que ça va de mieux en mieux, parce que ça veut dire que ça ne sert pas à rien d'agir. Et donc votre génération, j'ai rien à lui apprendre, je lui souhaite de continuer de comprendre qu'en fait, quand on fait quelque chose, ça a un impact. Et je vais vous donner un exemple qui me touche vraiment beaucoup, et c'est important, et ça j'ai envie de le transmettre justement à votre génération. On peut être un peu vite submergé par l'illusion que le monde va mal, que ça fout le camp, etc. Bon, je vais vous donner un exemple d'un couple qui a été en enfer et qui a sauvé le monde. C'est un couple de Français. C'était Christian et Marie-France Despalières. Ils sont partis faire un tour du monde avec leurs enfants en camping-car. C'était extraordinaire. Bon. Et puis un jour, pour d'autres raisons, ils se retrouvent à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et ils se retrouvent devant une décharge à ciel ouvert et il y a des enfants.
Et c'est terrible de voir ces enfants qui sont dans la puanteur, qui ramassent des trucs. Enfin, c'est horrible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme n'importe lequel d'entre nous? Ils se sont sentis impuissants. Ils ont hurlé, ils ont pleuré. Mais ils ont décidé de rester. Et alors là, c'est là où ils sont incroyables. Et ils ont décidé de s'attaquer au fléau. Comment? Avec une seule question. Et donc cette question, elle est magique. Elle marche dans 100% des cas. Si tous les humains de la planète posaient cette question, je vous jure, le monde, il change demain matin comme ça. En fait, ils ont dit aux gamins, mais de quoi est-ce que vous avez le plus besoin? Et les gamins, ils ont dit, de manger une fois par jour. Alors avec l'argent de leur retraite, ils ont amené des sacs de riz. Et puis ensuite, ils leur ont dit, mais de quoi vous avez besoin maintenant? Et ils ont dit, on aimerait bien se laver. Alors ils ont amené des tuyaux avec de l'eau. Mais de quoi vous avez besoin maintenant? On aimerait bien pouvoir changer nos vêtements. Alors ils ont fait une petite tournée en France, en camping-car, avec leur famille, des amis. Et puis ils ont ramené des vêtements à ces enfants. Et enfin, ils ont dit, mais de quoi vous avez besoin maintenant? Et les enfants ont dit, on aimerait bien aller à l'école comme les autres. Alors avec un petit baraquement, un instituteur, etc. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Allez voir l'association Pour un sourire d'enfant. Et là, vous allez voir de vos yeux vus ce que c'est de pouvoir changer le monde. Eh bien, en fait, ils ont sauvé 11 000 enfants des rues, des enfants maltraités. Et vous voyez des images dans un film qui s'appelle Les Pépites. Débrouillez-vous pour voir un documentaire qui s'appelle Les Pépites. Okay. Et dans ce documentaire qui raconte cette histoire, vous voyez des images de ces gamins à l'âge de 8 ans qui sortent des décharges. Vous les revoyez 20 ans plus tard qui sont managers dans un hôtel de luxe. Et donc, c'est ce petit couple qui a fait ça. Alors eux, quand vous leur demandez, ils sont émus. Enfin, le monsieur est parti maintenant, mais Marie-France, elle est émue parce qu'elle dit, oh là là, les gens sont généreux. Parce que sa vision du monde à elle, c'est que les gens sont généreux. Parce qu'en fait, elle sait qu'elle aurait rien fait toute seule. Nous, on l'admire, elle, mais elle admire les gens. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est notre pouvoir magique. En fait, on regarde les X-Men, les Pokémon qui ont des pouvoirs et tout, mais nous, le Sapiens, on a un pouvoir de dingue. De dingue. On peut changer les choses autour de nous en souriant à quelqu'un, c'est une première chose. En lui disant de quoi tu as besoin. Et puis en demandant de l'aide. Et vous, je trouve que c'est une génération qui a le sens de la coopération. Moi, j'ai un fils qui a 24 ans. Il écoute des podcasts où il y a 6 personnes et je vois les gens, ils se donnent la parole, ils se bouffent pas le nez, en fait. Et il est très entouré, il est dans des collectifs. Et je trouve ça génial, en fait. Et finalement, c'est ça moi, j'ai été plutôt seul dans ma vie. Je croyais qu'il fallait que je m'en sorte tout seul. Et lui, il a compris tout de suite que seul, ça veut rien dire, en fait. Et je suis heureux. Donc, moi, j'ai pas de conseils à donner à votre génération. Je peux juste te dire, j'espère que vous êtes conscient que ces histoires le monde virtuel est un piège. Faire attention. Parce que là aussi, il y a une petite série géniale sur Arte qui s'appelle Dopamine, où on vous montre en fait comment, à chaque fois que vous faites un truc sur le virtuel, il se débrouille pour vous rendre accro. Bon, une fois qu'on sait ça, je sais que dans les générations qui vont arriver, vous allez faire ce qu'on appelle et j'en suis conscient et j'en suis convaincu, des détox, enfin des week-end détox, etc. Et vous saurez utiliser cet outil. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait 10 000 morts sur les routes à cause des voitures. Aujourd'hui, c'est 3 000. Parce qu'en fait, on a appris à s'en servir. Là, les réseaux sociaux, on va apprendre à s'en servir. Là, on est dans une phase nouvelle. C'est qu'au début, on avait vraiment cru que c'était pour échanger des photos de chats et pour parler à notre grand-mère. On n'avait pas compris que ce truc allait polariser la société, etc. Mais il y a de plus en plus de conscience et de plus en plus de lois qui vont passer. Nos données personnelles, il y a des gens qui les vendent. C'est quand même incroyable parce qu'on leur a pas donné, ils nous les ont volés. Donc en fait, ils vendent des trucs ils vendent des trucs qu'ils ont volés. Il y a des chercheurs, des gens comme ça qui commencent à être activistes et qui commencent à dire, attendez, les données personnelles, peut-être qu'un jour ce sera un droit fondamental, comme on n'a pas le droit de vendre un corps humain ou des organes, etc. Donc ce sera la même chose. Et donc moi je suis très très optimiste en fait. Bien sûr qu'il y a des soubresauts, etc. Mais j'avais dit à mon fils il y a très très longtemps, tu sais, même si un jour il y a le pire, même si tu es en guerre civile, ça t'empêchera pas de te faire des amis, ça t'empêchera pas de tomber amoureux, ça t'empêchera pas de vibrer. Donc en fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plein de trucs, mais globalement, ça va dans le bon sens. Mais il y a des vrais dangers. Tout ce qui est écologie, il n'y a même pas besoin de vous le dire. C'est-à-dire que les générations d'avant n'étaient pas toujours conscientes. Hein. Après, il y a des gens, on est entre deux là, il y a des gens qui sont conscients mais qui s'en foutent un peu. Oui. Voilà. Mais vous avez le droit de dire que vous en foutez pas. Et je vois mon fils qui a des comportements hyper vertueux, c'est hyper normal. Donc moi, vous êtes une génération effectivement qui n'est pas la mienne parce que vous avez, c'est très troublant, c'est-à-dire que vous avez et c'est impossible de parler en général, mais c'est quand même une génération qui est confrontée justement à ces réseaux sociaux, au monde des adultes. Nous, à l'époque, c'était pas trop ça. Donc voilà, donc je pourrais jamais faire de généralité sur une génération, mais c'est une génération que je trouve très attachante parce que consciente des problèmes et qui est moins individualiste, je trouve. Et face à cette crise climatique, vous êtes aussi toujours aussi optimiste ? Il faut l'être. Regardez, le trou dans la couche d'ozone, c'est quelque chose qu'on devait pas... je pensais pas qu'on le réglerait, en fait. Donc, il n'y a jamais eu autant de lanceurs d'alerte.
il n'y a jamais eu autant de pétitions. Moi, je change le monde dans mes toilettes. C'est-à-dire, je me suis abonné à un truc de pétition, et d'un coup, tous les matins, ils m'écrivent et tout, et je signe, et on est 3 millions, 4 millions, etc. Et ça fait bouger les lignes. Donc, bien sûr qu'il y a des dangers réels, pour garder un peu d'optimisme, il y a des tas d'espèces qui étaient sur le bord de l'extinction et qu'on a sauvées. Encore une fois, l'homme est capable du meilleur comme du pire. La Terre a porté Hitler et Nelson Mandela. Et nous-mêmes, en tant qu'être humain, on est capable du meilleur comme du pire. Sauf que quand on a peur, on est capable du pire. Et pour moi, le sujet, c'est la peur, en fait. C'est effectivement, si on reste connecté aux écrans, on est dans la peur. Les fake news sont 6 fois plus diffusées que la réalité. Donc l'humanité, c'est pas de moi, c'est de Michel Serres, mais l'humanité traverse une crise de la vérité, une crise de confiance. Et en même temps, c'est très intéressant, parce qu'il y a des gens qui ne méritaient pas notre confiance. Par exemple, il y a beaucoup d'industriels, j'ai pas dit tous, il y a beaucoup d'industriels qui nous ont vendu des trucs pas cool, qui ont provoqué des maladies, etc., avec trop de sucre, trop de gras, alors que le packaging, le marketing nous disait le contraire. Donc, quand on trahit notre confiance, c'est normal qu'on soit méfiant. Mais donc, ceux qui vont émerger dans l'histoire de l'humanité, c'est ceux à qui on peut faire confiance. Moi, j'ai un pote qui s'appelle Mathieu Baudin, de l'Institut des Futurs Souhaitables. Il est prospectiviste. Intéressez-vous à son travail. Lui, il est convaincu qu'un jour, il y aura des élections sans candidat. Okay. Parce que finalement, les gens qui postulent, ils vont tout faire pour nous séduire. Donc forcément, ils vont un peu nous mentir. Et après, on est déçus. Mais on dit souvent, les promesses n'engagent que ceux qui les font. Ceux qui y croient, pardon. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais des élections sans candidat, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on va voter pour quelqu'un qui est compétent et qui accepterait pour le bien commun de consacrer un peu de temps. Donc voilà, donc bien sûr qu'il y aura, mais la crise climatique, encore une fois, c'est évident, c'est comment dire, ça pourrait être quelque chose de très flippant. Mais moi, ça me rend optimiste qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, ce serait dramatique. Donc ça veut dire que ça rentre dans les esprits. Avant, les écolos, ils étaient, ça m'a toujours fait rire, on les faisait passer pour des ayatollahs ou des intégristes. Faut le faire quand même. C'est-à-dire, est-ce que l'ayatollah, c'est le mec qui jette son paquet, Est-ce que l'intégriste, c'est celui qui jette son pot de yaourt dans la rivière ou celui qui lui fait des bisous? Donc on faisait passer les gens qui aimaient la nature pour des gens perchés. C'est quand même extraordinaire. Encore un peu. C'est extraordinaire. Donc il faut juste prendre un tout petit peu de recul, un peu dézoomer et te dire, pour moi, le monde est divisé en deux. Vous allez comprendre. Il y a ceux qui en rajoutent au malheur du monde et ceux qui tentent de l'apaiser. Chacun fait sa part. Et partout où on est, chacun fait sa part. Encore une fois, la plupart des gens sur Terre font leur part. Alors bien sûr, les patrons de Monsanto, ils peuvent se poser la question. Les gens qui font des cigarettes et qui tuent des millions de gens, ils peuvent se poser la question, eux. Mais la majorité des humains, ils rendent le monde meilleur, en vrai. Et il y a aussi ceux qui osent prendre leur vie en main et ceux qui n'osent pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux? Mais je crois que c'est dur de dire ça, parce que en fait, tout le monde fait de son mieux. Oui. Et on est tous différents. Et en fait, il y a des gens qui aiment les habitudes, qui aiment les rituels et qui n'ont pas forcément tort et qui sont apaisés comme ça et qui sont contents de ce qu'ils voient autour d'eux, etc. Il y en a d'autres, j'en faisais partie, qui avaient besoin de voir le monde et ça ressemble à une insatisfaction chronique aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, il y a personne qui a tort et il y a personne qui a raison. Il y a que des gens qui remplissent leurs besoins. Donc, prendre sa vie en main, bien sûr, quand vous dites 75% des Français rêvent de changer de vie. Bon, c'est dommage s'ils le font pas. Et on sait qu'il y en a qui n'oseront pas le faire. Donc c'est pour ça que quand on est jeune, c'est pas mal de se dire un peu, tiens, c'est pas qu'est-ce que je vais faire plus tard, parce que ça c'est tellement compliqué. Ça c'est encore un truc triste qu'on demande à des gamins de 15 ans ce qu'ils voudront faire plus tard. Cette question. Voilà, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui sera génial, c'est quand ça sera rentré dans l'éducation nationale. Je sais que c'est pas demain la veille, mais j'invite tous les jeunes à faire du développement personnel pour apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que quand on se connaît, quand on sait ce qui nous rend heureux, d'un seul coup on se dit mais moi mon truc, les moments où je vois pas le temps passer, ça s'appelle un état de flow. Moi le moment où je vois pas le temps passer, c'est quand je reçois des potes et tout. Peut-être ça se trouve tu vas faire un truc dans l'accueil, tu vas avoir ton resto ou je sais pas quoi. Moi c'est quand je fais quelque chose de mes mains. Les métiers manuels rendent plus heureux. Moi c'est quand je suis en train de prendre soin. Parce que ça aussi c'est des métiers qui rendent heureux. Donc en fait c'est plus on se connaît, plus on sait ce qui nous fait kiffer et plus notre vie nous ressemble. Voilà, donc prendre sa vie en main, il y a tous les âges. Il y a des gens qui changent de vie et je trouve ça magnifique. Encore une fois, il n'y a pas de... C'est clair qu'il y a des gens qui sont des victimes, il y a des enfants qui sont des victimes, il y a des vraies victimes. Et puis parfois, on croit qu'on est victime, et ça, c'est les fameuses croyances limitantes. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir trop d'exigences envers soi. Par exemple, le développement personnel a des défauts, c'est être une meilleure version de soi. Mais on est une meilleure version de nous, chaque seconde de notre vie. On est la meilleure version possible de nous. Ce qu'on se souhaite tous, c'est de trouver notre place, mais pour ça, il faut savoir ce qui nous plaît. Et ce qu'on se souhaite tous, et ce qu'on souhaite à chacun, c'est d'éprouver le moins de souffrance possible, donc d'être entouré.
Et c'est ça aussi, c'est à part la souffrance physique, c'est la souffrance mentale, c'est l'isolement, c'est la solitude. Et c'est vrai que notre société elle est complexe parce que, par exemple, ils ont nommé il y a quelques années en Angleterre une ministre de la solitude. Oui, j'en ai entendu parler. Dans l'histoire de l'humanité, c'est un truc de dingue. Et alors que moi, dans le même temps, dans le désert, je rencontre des gens qui me disent « Moi, je ne me sens jamais seul ». Parce que, là aussi, pour qu'on comprenne, c'est pas que notre société part en vrille, c'est que ça marche aussi pour les animaux. Quand un bouquetin est en haute altitude, il est dans la coopération. Dès qu'il est dans la vallée, il est plus individualiste. Nos sociétés, en fait, à chaque fois que j'ai rencontré des humains en terre inconnue, au bout du monde, dans des endroits très reculés, ils sont dans la solidarité. C'est une histoire de survie. Dès qu'on est dans le confort, alors on a moins besoin des autres et on est individualiste. Et donc, notre société, elle est l'illustration de ça, tout simplement. Et donc, Pablo Servigne, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a été votre premier invité, il est en train de dire, est-ce qu'on peut créer, là, est-ce qu'on est obligé d'attendre le chaos pour faire de l'entraide ? Lui, il aimerait bien qu'on n'attende pas. Est-ce qu'on pourrait créer une culture de l'entraide ? C'est mon rêve aussi, c'est notre rêve commun. Mais des fois, je me dis que c'est peut-être un combat idiot parce que nécessité fait loi, comme il dit lui-même, et du coup, en cas de problème, la solidarité, elle naît naturellement. Et on l'a vu pour la pandémie. Donc finalement, il n'y a pas de quoi déprimer. Moi, je crois à l'idée que chacun, là où il est, vous savez, quand on dit comment va le monde, c'est compliqué. Parlons du monde quand vous éteignez les écrans, ok ? Donc maintenant, votre monde, c'est ce qui se passe autour de vous. Bon, comment ? Demandez-leur comment ils vont. Demandez aux gens comment ils vont autour de vous et quel est ton besoin. Si ça se trouve, votre voisine va dire mon besoin, ce serait que vous m'aidiez à faire les courses une fois par semaine. Super. Quel est votre besoin ? C'est que vous m'aidiez à tondre le gazon. Mon besoin, mais c'est ça le monde en fait. C'est pas autre chose. L'état du monde, il vous est raconté par qui ? Par les chaînes info ? Je vous invite à écouter un autre podcast de Mathieu Baudin, à lequel j'ai répondu à cette question, et qui s'appelle, donc c'est sur la chaîne de Canal+, Les Éclaireurs, et lui, ça s'appelle Dites à l'avenir que nous arrivons. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est cette idée que prendre sa vie en main, on le fait tout le temps, de toute façon. Et il faut pas être trop dur avec soi, se dire, mais je suis nul, je devrais faire ça, etc. C'est beaucoup de pression. Franchement, déjà, commencez par éteindre les infos de temps en temps, éteindre les écrans de temps en temps, et observez ce qui vous fait du bien. Si ce qui vous fait du bien, c'est faire de l'exercice, si ce qui vous fait du bien, c'est de marcher dans la nature, si ce qui vous fait du bien, c'est de voir des gens, si ce qui vous fait du bien, c'est d'aider les autres, votre vie, vous allez l'adorer. Hein. Tout ça me donne envie de mettre sur off tous mes écrans et d'aller me battre pour mettre du développement personnel dans nos cahiers d'école. Ouais, alors c'est vrai que se battre là aussi, c'est un truc que j'ai fait toute ma vie, mais ça peut rendre malade de se battre. Oui. C'est toute l'ambiguïté du truc. C'est qu'en fait, les activistes, souvent, ils sont en burn-out parce qu'ils prennent pas soin d'eux. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, c'est Gandhi qui disait « Incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». Et donc, en fait, c'est commencer par soi. Il y a un garçon, j'ai oublié son prénom, qui s'appelle Vidal. Julien Vidal. Julien. Voilà, je l'ai interviewé, l'interview est sortie juste samedi, là. Voilà. C'est un mec génial parce que du coup, il applique cette phrase de Gandhi. Et ça commence par moi. Voilà. Et donc, ça commence par ça. C'est-à-dire que souvent, on devient un prêcheur. On est plein de principes. Il y a plein de gens qui sont pour la permaculture, mais qui n'ont jamais planté un radis. Et donc, en fait, c'est important de vivre sa vie. Et puis, dernière chose, ça, c'est très important aussi. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais développement personnel, c'est égoïste et tout ça aussi, c'est un malentendu incroyable. Moi, je fais beaucoup de stages qui s'appellent intériorité et changement. Les chercheurs ont montré que si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas pouvoir changer le monde. Hein. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer d'aller bien, de se connaître. Et c'est une image très très forte que j'aime beaucoup. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 20 ans et j'ai écouté les instructions. Les instructions, c'était en cas de dépressurisation, les masques à oxygène vont tomber. Quelle est l'instruction qui suit ? Mettez en premier votre masque avant de mettre celui des autres. Voilà, et moi comme j'avais 20 ans, je me suis dit, d'accord, mettez en premier votre masque, ça veut dire, moi d'abord, les autres on s'en fout, super, bravo, bien, bonjour la mentalité. Super égoïste. Voilà, sauf qu'en fait, c'est assez clair quand on y pense, c'est-à-dire que si nous, on respire pas, on pourra pas aider les autres à respirer. Donc la métaphore est simple à comprendre, c'est que si nous, on va pas bien, alors on n'arrivera pas à faire en sorte que les autres aillent bien. Si vous dites, par exemple, tiens, j'ai fait un massage, aujourd'hui je me suis fait faire un massage, on va dire, ça va, on s'emmerde pas. Ouais, mais parce que on a pris soin de vous, vous avez pris soin de vous, alors du coup vous allez pouvoir prendre soin des autres. Et ça, c'est une règle incroyable, très très importante. Si vous devez retenir un seul truc de notre rencontre, c'est ça. Parce que malheureusement, j'ai passé un diplôme il n'y a pas longtemps, donc j'en suis assez fier, c'est à la fac de médecine de Strasbourg, c'est médecine, méditation, neurosciences. Et en fait, la plupart des gens, c'est des soignants, c'est des aidants. Et souvent, c'est des gens qui sont en burn-out, parce qu'ils aident les autres, ils veulent sauver le monde et sauver les autres, mais ils prennent pas soin d'eux. Et c'est quand même la base de la base. Donc,
Rappelez-vous, l'autocompassion, prendre soin de soi, écouter ses propres besoins pour ensuite écouter ceux des autres. Merveilleux. Merci beaucoup Frédéric Lopez. Merci à vous. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.